il y a des odeurs que l'on n'oublie jamais. L'odeur de la terre humide après un orage, l'odeur du café le matin et l'odeur de la peur, une odeur métallique, aigre, comme une vieille pièce de monnaie dans la bouche. Dans certains quartiers de Veracruz, cette odeur fait partie de l'air. Elle imprègne les murs des maisons non peintes, le linge étendu, la peau des enfants qui jouent dans les rues sans nom. C'est la puanteur d'un secret gardé de force. Un secret que tout le monde connaît, mais dont personne ne parle. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler des monstres des contes de fées. Aujourd'hui, nous allons parler de monstres réels. Des monstres qui s'assoient à table, qui vous souhaitent bonne nuit, qui ont votre sang. Voici l'histoire de la petite fille la plus oubliée de Veracruz. Une petite fille à qui on a volé sa voix, son corps, son enfance. Une fillette à peine âgée de 12 ans a dû, sous une pression insoutenable, mettre au monde son propre frère. Je m'appelle Matteo Del Valle et vous écoutez Realidad Prohibida. Ce qui va suivre peut générer un profond malaise. C'est une blessure encore ouverte dans la conscience d'une société qui préfère souvent détourner le regard. Si vous pensez qu'aucune atrocité ne doit être enterrée dans le silence, si vous pensez que chaque victime mérite d'avoir une voix, alors je vous demande de rester, d'écouter, ressentez, abonnez-vous et activez les notifications. Non pas pour que cette chaîne se développe, mais pour que ces histoires ne meurent jamais dans l'obscurité. Pour que l'oubli ne gagne pas la bataille. L'histoire d'aujourd'hui commence non pas par un cri, mais par un silence. Le silence d'une petite fille nommée Luna. Carmen Mendoza est arrivée dans le quartier de Las Sombras avec le cœur rempli d'un espoir naïf. Elle était enseignante. Son premier poste après avoir obtenu son diplôme. On l'avait mise en garde contre cet endroit. Une ceinture de misère à la périphérie de la ville portuaire. Un endroit où l'État n'existait que sur les cartes. « Tu ne tiendras pas un mois », lui avait dit son supérieur avec un sourire fatigué. Mais Carmen croyait au pouvoir de l'éducation. Elle croyait qu'un crayon pouvait être plus fort que la pauvreté. L'école était un bâtiment en béton avec plus de fissures que de fenêtres. Les enfants arrivaient avec des chaussures usées et le ventre vide. Mais leurs yeux, pour la plupart, avaient encore cette étincelle de curiosité enfantine. Sauf ceux de Luna. Luna s'asseyait au dernier rang. Seule. Elle avait 12 ans, mais son regard semblait en avoir 100. Un regard vide, terne, comme un puits sans fond. Elle ne parlait pas. Jamais. Si Carmen lui posait une question, Luna baissait simplement la tête. Ses épaules se recroquevillaient, comme si elle voulait disparaître en elle-même. Au début, Carmen pensait qu'elle était extrêmement timide. Elle lui laissait son espace. Elle lui souriait de loin. Elle lui laissait des dessins sur son bureau. Mais le silence de Luna était différent. Ce n'était pas un silence paisible. C'était un silence lourd, chargé de quelque chose de sombre. Un jour, pendant le cours d'art plastique, Carmen leur a demandé de dessiner leur famille. Les autres enfants dessinèrent des personnages souriants, des soleils jaunes, des maisons avec de la fumée sortant de la cheminée. Le dessin de Luna était une tache noire, une maison sans porte ni fenêtre. À l'intérieur, des silhouettes faites de gribouillis furieux, des ombres aux yeux vides. Carmen eut un frisson. Cette nuit-là, elle n'a pas pu dormir. L'image de cette tache noire tournait en boucle dans son esprit. Elle décida qu'elle devait faire quelque chose. Elle commença à observer Luna plus attentivement. Elle remarqua qu'elle portait toujours des vêtements amples, des pulls larges, même lorsqu'il faisait très chaud.
elle remarqua qu'elle boitait légèrement lorsqu'elle marchait. Il remarqua les ecchymoses qui apparaissaient parfois sous les manches de son pull. Des ecchymoses en forme de doigt. Carmen a essayé de parler aux autres enseignants. « Ah, la petite Luna », dit une enseignante ayant 20 ans d'expérience. « Elle a toujours été comme ça. C'est une famille difficile. » Le mot « difficile » flottait dans l'air, chargé de significations tacites. Un jour, Luna ne vint pas à l'école. Ni le lendemain, ni le surlendemain. Carmen a interrogé les autres enfants. « Elle est malade », a répondu l'un d'eux. « Ma mère m'a dit de ne pas m'approcher d'elle », a chuchoté un autre. L'inquiétude de Carmen se transforma en une alarme stridente dans sa tête. Elle trouva l'adresse dans les archives de l'école. Une adresse succincte. Callejón del Olvido, Maison 7. Le nom était une cruelle ironie. Elle décida d'y aller. Elle ne savait pas ce qu'elle allait trouver. Mais elle savait que le silence de cette école était complice de quelque chose de terrible. Et elle ne voulait pas faire partie de ce silence. Le Callejón del Olvido sentait les ordures et le désespoir. Les maisons étaient des cabanes en tôle et en carton, collées les unes aux autres comme si elles se soutenaient mutuellement dans leur misère. La maison numéro 7 était la plus sombre de toutes. Ses fenêtres étaient recouvertes de plastique noir. Carmen prit une profonde inspiration. L'air était dense, lourd. Il sentait la peur. Elle frappa à la porte en tôle. Le son était creux, sourd. Elle attendit. Rien. Elle frappa à nouveau, plus fort cette fois. Un bruit de traînée vint de l'intérieur. La porte s'entr'ouvrit. Une femme la regarda d'un œil inexpressif. C'était Sylvia, la mère de Luna. Elle ressemblait à un fantôme. Sa peau était pâle, ses épaules tombantes. « Que voulez-vous » demanda-t-elle d'une voix rauque et chuchotante. « Je suis la maîtresse de Luna, Carmen Mendoza. Je m'inquiète pour elle. Elle n'est pas venue à l'école. » La femme resta impassible. Elle est malade. Qu'est-ce qu'elle a? Je peux peut-être aider. Je peux l'emmener chez un médecin. Elle n'a pas besoin de médecin. C'est un problème de femme, répondit la mère, et cette phrase renfermait tout un univers d'horreur. J'aimerais la voir, insista Carmen en essayant de regarder par la fente. À ce moment-là, une silhouette imposante apparut derrière la femme. Un homme corpulent, avec une barbe mal entretenue et un regard trouble. Ricardo, le père. « Qui êtes-vous » grogna-t-il. Son haleine empestait l'alcool bon marché. « Je suis la maîtresse de votre fille. Personne ne vous a appelé. Partez » dit l'homme en claquant la porte. Carmen resta paralysée. Son cœur battait fort dans sa poitrine. Elle ressentait un froid qui n'était pas dû au temps. C'était le froid du mal. Elle fit demi-tour, mais ne partit pas. Elle se cacha derrière un tas de gravats au bout de la ruelle. Elle attendit. Elle ne savait pas ce qu'elle attendait, mais elle ne pouvait pas partir. Les heures passèrent. Le soleil commença à descendre. Les ombres s'allongèrent, envahissant la ruelle. Puis, il l'entendit. Un gémissement, faible, étouffé. Il provenait de l'arrière de la maison 7, d'un petit abri en tôle rouillée. Carmen s'approcha, se déplaçant avec une discrétion qu'elle ne se connaissait pas. Tout son corps tremblait. Elle jeta un œil à travers une fissure dans la tôle. Et le monde s'arrêta. La réalité se scinda en deux. À l'intérieur, sur le sol en terre battue, se trouvait Luna. Son petit corps était secoué de convulsions douloureuses. Son ventre était monstrueusement gonflé sous une robe sale. Elle était en train d'accoucher. Seule. Non. Elle n'était pas seule. Sa mère, Sylvia,
était dans un coin, debout, regardant la scène sans bouger, comme une statue de sel. Elle ne l'aidait pas, elle ne la consolait pas. Elle regardait simplement, avec les mêmes yeux vides avec lesquels elle avait regardé Carmen à la porte. Luna cria, un cri qui n'était pas celui d'une petite fille. C'était le cri d'un animal pris au piège, un cri qui se brisa en un sanglot étouffé. Carmen voulut crier, elle voulut enfoncer la porte, elle voulut entrer et l'arracher à cet enfer. Mais la peur la paralysait. Elle vit la naissance, elle vit le sang, elle vit le petit corps sortir du corps d'une petite fille. Elle vit Sylvia couper le cordon ombilical avec des ciseaux de cuisine rouillés. Elle a vu comment elle enveloppait le bébé dans un chiffon et l'emmenait dans la maison principale, laissant Luna seule sur le sol. Tremblante, saignant, pleurant en silence. Longue pause pesante. Carmen s'est appuyée contre le mur d'une maison voisine. Elle vomit. Le goût amer de la bile se mêla au goût métallique de la peur. Ses mains n'arrêtaient pas de trembler. Le monde autour d'elle était devenu flou, irréel. Le bruit des pleurs d'un nouveau-né provenait de la maison. Des pleurs qui sonnaient comme un verdict, une preuve irréfutable de l'atrocité. Luna, 12 ans, venait d'accoucher. Et Carmen, avec une certitude qui lui glaça le sang, sut qui était le père. L'homme qui l'avait regardé avec des yeux troubles. Ricardo, son propre père. Luna avait donné naissance à son frère. L'horreur a une généalogie. Elle ne naît pas de rien. Elle se cultive. Elle se nourrit du silence et du désespoir. Ricardo n'a pas toujours été un monstre. Ou peut-être que si, et qu'il avait juste besoin de l'excuse parfaite pour le laisser sortir. Il y a des années, il était docker. Un homme rude, mais un homme qui rapportait du pain à la maison. Il avait une fierté farouche, le sens de l'honneur d'un homme qui subvient aux besoins de sa famille. Puis vinrent les coupes budgétaires. La modernisation du port. Les machines ont remplacé les hommes. Ricardo a été l'un de ceux qui ont été remplacés. Du jour au lendemain, il est passé du statut de pourvoyeur à celui de fardeau. La fierté s'est transformée en poison. Le poison s'est dissous dans l'alcool. La maison ne sentait plus les plats chauds, mais la bière rance et la frustration. Sylvia, sa femme, a été la première victime. Les coups ont commencé par des bousculades. Les insultes, par des plaintes. Bientôt, les bousculades se sont transformées en coups de poing. Les plaintes en cris qui faisaient trembler les murs en tôle. Sylvia a appris à devenir invisible, à ne pas parler, à ne pas regarder, à ne pas exister. Elle est devenue une ombre, l'écho de la femme qu'elle était autrefois. Luna a grandi dans cet environnement. La peur était sa compagne de jeu, le silence, son refuge. La première agression ne s'est pas traduite par un coup. Ce fut un regard. Un soir, Ricardo est rentré plus ivre que d'habitude. Luna avait 10 ans. Elle dessinait sur la table de la cuisine. Il s'assit en face d'elle. Et il l'a regardée. Pas comme un père regarde sa fille. Il la regardait comme on regarde un objet. Une possession. Luna ressentit ce regard comme quelque chose de sale. Elle arrêta de dessiner. Elle voulut s'enfuir, mais ses jambes ne lui obéissaient pas. Après le regard, vinrent les mots. Un compliment, murmuré à son oreille, qui lui donna la nausée. Puis, le contact accidentel dans le couloir étroit. Sylvia voyait tout, et elle ne fit rien. La peur l'avait complètement paralysée. Protéger sa fille signifiait affronter le monstre, et elle n'en avait plus la force. Son instinct de survie avait tué son instinct maternel. La nuit où l'irréparable s'est produit, la maison était plongée dans un silence absolu. Il n'y avait pas de cris. Seul le bruit de la pluie frappant le toit en tôle. Et le bruit d'une âme qui se brisait.
Le lendemain, Luna a cessé de parler. Elle a cessé de dessiner. Elle cessa d'être une enfant. Son corps est devenu une prison, un territoire occupé par l'ennemi. Quand son ventre commença à grossir, Sylvia lui donna des vêtements plus amples. « Tu dois le cacher », lui a-t-elle murmuré. Si quelqu'un l'apprend, notre situation va empirer. Il n'y avait aucun réconfort. Il n'y avait pas d'aide, seulement un ordre, une condamnation. Le système d'horreur familiale était complet. Le père, l'agresseur, la mère, la complice, la fille, la victime sacrificielle. Et tout un quartier, aveugle et sourd à cause de sa propre misère et de sa propre peur. La naissance dans la remise n'était pas la fin de l'horreur. Ce n'était qu'un nouveau chapitre. Un chapitre que Carmen Mendoza était sur le point de tenter de réécrire, sans savoir qu'elle allait affronter un monstre bien plus grand et plus indifférent que Ricardo. Le système. 1. À l'aube, le choc de Carmen se transforma en une rage froide et déterminée. Elle devait sortir Luna de là. Elle devait faire payer Ricardo. Son premier arrêt fut le commissariat de police du district. Un bâtiment délabré à la peinture écaillée. Elle entra dans un bureau qui sentait le café brûlé et les vieux papiers. Un officier à la moustache épaisse et à la chemise tachée l'écouta sans la regarder. Ses yeux étaient rivés sur un match de football, rediffusé sur un petit téléviseur. Carmen lui raconta tout. La petite fille, son âge, la grossesse, la naissance dans la remise, les soupçons sur le père. Elle parla d'une voix tremblante mais ferme. Quand elle eut terminé, le silence s'installa dans le bureau. On n'entendait que le bourdonnement d'un ventilateur au plafond et les commentateurs du match. L'officier bâilla. Un bâillement long, bruyant, effronté. Finalement, il fit lentement pivoter sa chaise. « Écoutez, madame, » dit-il en traînant les mots. « Avez-vous des preuves ? » « Je l'ai vu » s'exclama Carmen. « J'ai assisté à la naissance. La petite fille a 12 ans. »« C'est votre parole contre la leur » répondit l'officier en haussant les épaules. Ce sont des affaires de famille. Très compliquées. Les gens inventent des choses. Je n'invente rien. C'est une enfant. Elle vient d'avoir un bébé. Eh bien, il nous faudrait une plainte officielle de la part de la mineure. Ou de la mère. Sans cela, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Vous vous exposeriez à des poursuites pour diffamation. Il désigna une pile de dossiers jaunis qui menacèrent de s'effondrer. Nous avons de vrais cas à traiter. Il lui tourna le dos et augmenta le volume de la télévision. Carmen resta là, debout, sentant l'air s'échapper de ses poumons. L'indifférence de l'homme était comme un mur de glace. Elle quitta le commissariat avec un nœud d'impuissance dans la gorge. Le soleil matinal lui semblait moqueur. Ses mains, posées sur le volant de sa vieille voiture, tremblèrent de rage. La porte de la justice ne s'était même pas ouverte. On lui avait claqué la porte au nez. Mais il n'abandonna pas. Son prochain arrêt fut le bureau du DIF, le système pour le développement intégral de la famille. Le nom lui-même était une plaisanterie cruelle. L'endroit était un labyrinthe de couloirs gris et de portes fermées. La climatisation goûtait dans un seau en plastique. Le bruit était celui d'un métronome bureaucratique. Après une heure d'attente, elle fut reçue par une assistante sociale. Une jeune femme au regard perpétuellement fatigué. Son bureau était enseveli sous des montagnes de dossiers. Carmen raconta à nouveau son histoire. L'assistante sociale l'écoutait, tout en tapant sur son ordinateur. Ses doigts bougeaient rapidement, mais ses yeux ne laissaient transparaître aucune émotion. « Je comprends l'urgence », dit-elle à la fin, sans lever les yeux de son écran.
Mais nous avons un protocole. Vous devez remplir le formulaire F7 pour demander une visite d'enquête et le F12 pour signaler un éventuel abus. Elle fit glisser une liasse de papier sur le bureau. Une fois que vous les aurez remplis, vous serez mise sur liste d'attente. Le délai moyen pour une première visite est de 6 à 8 mois. Nous avons beaucoup de retard. Veracruz est une grande ville. 6 à 8 mois, répéta Carmen, incrédule. Cette fille est en danger maintenant. Elle vient d'accoucher dans une remise. L'assistante sociale soupira. Un soupir d'agacement, pas d'empathie. Madame, tous les cas que vous voyez ici sont urgents, dit-elle en montrant les piles de dossiers. Nous faisons ce que nous pouvons avec les ressources dont nous disposons. Remplissez les formulaires. C'est la procédure. Carmen regarda les papiers. C'était un labyrinthe de questions impersonnelles, de cases à cocher, de copies à joindre. L'horreur vécue par Luna était réduite à un numéro de dossier, à une formalité administrative. Elle sentit une vague de nausée la submerger. Ce système n'était pas conçu pour sauver des enfants, il était conçu pour se protéger lui-même, pour créer une illusion d'action tandis que le temps passait et que les victimes se perdaient dans le labyrinthe bureaucratique. Elle décida de prendre un chemin plus risqué. Avec son propre argent, elle engagea un médecin de confiance et le convainquit de l'accompagner à Callejon del Olvido, sous prétexte d'une brigade sanitaire. Ils ont réussi à entrer dans la maison. Le médecin a pu examiner Luna. À peine quelques minutes, sous le regard hostile de Ricardo. Le diagnostic était dévastateur. Malnutrition sévère. Lésions internes. Infection galopante. Son petit corps était détruit. Et le bébé était là. Petit, fragile. Avec les résultats médicaux en main, Carmen se sentait forte. Ils avaient désormais une preuve irréfutable. Elle retourna dans les bureaux du gouvernement. Cette fois, elle s'adressa directement à un cadre, un homme en costume qui sentait la lotion coûteuse. Elle lui a présenté le rapport médical, les photos qu'elle avait réussi à prendre en cachette. L'homme lut les documents avec un air ennuyé. Quand il eut terminé, il se cala dans son fauteuil en cuir. « Intéressant, dit-il. Mais la famille a déménagé ce matin. » Le monde de Carmen s'est arrêté. Quoi? Oui. Un voisin nous a prévenus. Apparemment, ils sont partis chez des parents dans les montagnes. Personne ne sait exactement où. Il fit une pause, puis prononça la phrase qui anéantirait tout espoir. Madame Mendoza. Il s'agit désormais d'une affaire de personnes disparues. Cela relève d'une autre juridiction. Veuillez remplir le formulaire 2B. Carmen le fixa du regard. L'homme ne s'y a même pas. Il était absorbé par son écran. Le système ne recherchait pas la justice. Il cherchait à classer l'horreur dans des dossiers, à le classer. L'archiver jusqu'à ce qu'elle soit oubliée. Pause. Carmen quitta ce bureau en se sentant complètement vide. Le poids de chaque porte fermée, de chaque regard indifférent, de chaque formulaire inutile l'écrasait. Elle s'assit sur un banc dans le parc en face du bâtiment gouvernemental. Et pour la première fois depuis que tout avait commencé, elle pleura. Elle pleura pour Luna. Elle pleura pour le bébé sans nom. Elle pleura pour un système pourri jusqu'à la moelle, un monstre à 1000 têtes fait d'indifférence, de bureaucratie et de lâcheté. Elle avait perdu. Le système avait gagné. L'histoire de Luna ne s'arrête pas là. Car les histoires réelles ont rarement une fin claire. Carmen n'a pas complètement abandonné. Pendant des mois, elle a consacré ses week-ends et son propre argent à la recherche de Luna. Elle s'est rendue dans les villages de la Sierra qui lui avaient été mentionnés.
Elle a posé des questions. Elle a montré sa photo. Personne ne l'avait vue. C'était comme si la terre l'avait engloutie. Ricardo et Sylvia l'avaient fait disparaître pour effacer leur crime. Selon les rumeurs, le bébé aurait été abandonné devant la porte d'une église dans une autre ville. Un numéro de plus dans le système des orphelinats. Un enfant dont l'acte de naissance serait un mensonge destiné à cacher une vérité insupportable. Mais cette histoire, comme toutes celles que nous racontons dans Realidad Prohibida, comporte une petite, minuscule lueur d'espoir dans les ténèbres les plus profondes. 1 an plus tard, Carmen a reçu un appel anonyme. Une voix de femme tremblante. La petite fille est au refuge de Santa Marta. Ils l'ont laissée là-bas. C'était Sylvia, la mère. Dans un dernier et tardif élan de conscience, elle avait passé un coup de fil. Carmen s'est rendue au refuge. Et là, elle l'a trouvée. Luna. Elle était plus maigre. Son regard, si c'était possible, encore plus vide. Ce n'était plus une fillette de 12 ans. Son corps et son âme avaient vieilli d'1 siècle. Elle était vivante, physiquement. Mais la petite fille qui aimait dessiner, celle que Carmen avait rêvé de sauver, avait disparu à jamais. Ricardo n'a jamais été retrouvé. Il n'a jamais été traduit en justice. Probablement, dans un autre coin oublié du Mexique, il détruit d'autres vies. Aujourd'hui, Luna vit dans un établissement spécialisé. Elle ne parle pas. Elle passe ses journées assise près d'une fenêtre, regardant quelque chose qu'elle seule peut voir. Parfois, les infirmières disent l'entendre fredonner. Une mélodie triste, sans parole. La seule forme d'expression qui lui reste. Son histoire est un monument à l'échec. L'échec d'une famille, l'échec d'une communauté, et surtout, l'échec retentissant d'un système qui prétend protéger les plus vulnérables, mais qui en réalité ne sait produire que des papiers et des excuses. Combien de lunes y a-t-il en ce moment même, cachées à la vue de tous? Combien de cris sont étouffés par l'indifférence d'un fonctionnaire, par la peur d'un voisin, par la bureaucratie d'un formulaire? Le silence qui entourait Luna n'était pas seulement l'absence de bruit. C'était une arme. L'arme qu'ils ont utilisée pour la détruire. Ne laissons pas ce silence l'emporter. Je suis Matteo Del Valle et rendez-vous dans le prochain épisode de Realidad Prohibida.